26 septembre 2002. Deux randonneurs montent sur une montagne près de Daegu pour ramasser des glands. L'un d'eux écarte des feuilles mortes. Sous ses pieds, des morceaux de tissu, des bouts de vêtements d'enfants, enterrés sous les pierres. Il attrape ce qu'il pense être un bâton. Et là, son ami crie. C'est un os humain. Ce jour-là, on vient de retrouver les restes de 5 garçons, 5 enfants qui avaient disparu 11 ans plus tôt. 5 gamins qui étaient partis chercher des œufs de salamandre un matin de printemps et qui ne sont jamais rentrés chez eux. L'endroit où on les a retrouvés, à 3,5 km de leur maison, à 200 mètres d'une route, à 100 mètres d'un camp militaire. Un endroit qui avait été fouillé des centaines de fois. Et cette affaire en Corée, tout le monde la connaît. On l'appelle Gaeguri Sonyeon Sakon, l'affaire des Frog Boys, ou des garçons grenouilles. Pendant des années, leur visage était partout. Sur les briques de lait, sur les paquets de cigarettes, sur les emballages de Choco Pie, sur les cartes de téléphone public. Chaque Coréen qui a grandi dans les années 90 a déjà vu ces 5 visages. Mais ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est pas seulement cette disparition, mais bien tout ce qui a pu se passer autour. L'incompétence, le mépris, les mensonges et le silence de ceux qui savent. Parce que oui, en 2026, on ne sait toujours pas qui a tué ces 5 enfants. Et surtout, pourquoi personne n'a jamais payé quoi que ce soit. Alors pour comprendre cette histoire, il faut se replacer dans la Corée du Sud de 1991. Le pays sort de décennies de dictature militaire. La démocratie est jeune, elle est même fragile. On est sous la présidence de Ro Tae-woo, un ancien général. Le pouvoir militaire est encore partout. La hiérarchie est stricte. Ceux d'en haut contrôlent et ceux d'en bas obéissent. Et le 26 mars 1991, c'est un jour historique. Pour la première fois en 30 ans, les Coréens élisent des conseillers municipaux. Le système d'autonomie locale est enfin rétabli. Les écoles sont fermées. Les bureaux aussi. C'est un jour férié. Et pour 5 enfants d'un petit quartier de Daegu, ça ne veut dire qu'une seule chose. Pas d'école, pas de cours de taekwondo l'après-midi et toute une matinée pour jouer dehors. Woo Chol-won, 13 ans, l'aîné du groupe. Jo Ho-yeon, 12 ans. Kim Yong-gyu, 11 ans. Park Chan-in, 10 ans. Et Kim Jong-sik, 9 ans, le plus jeune. 5 voisins, 5 amis inséparables. Leur maison forme presque une sorte de cercle dans le quartier. Dans le coin, on les surnomme même les 5 mousquetaires, tellement ils sont inséparables. Il ne se passe pas une seule journée sans se voir. Et ce matin-là, aux alentours de 9h du matin, ils partent ensemble. Direction le mont Hwaryong, une colline boisée juste derrière leur école, pour chercher des œufs de salamandre. C'est le printemps, la saison est parfaite. Un 6e garçon, Kim Tae-ryung, 10 ans, part avec eux au début, mais il a raté le petit déjeuner. Alors, il rentre chez lui manger. Et c'est le dernier à les avoir vus vivants. Et il faut savoir un truc. Les gamins du coin, ils connaissent très bien cette montagne. Faut dire vraiment que ils y jouent tout le temps. Et ils savent aussi qu'il y a un camp militaire là-haut, la 50e division d'infanterie, avec un champ de tir. Et les enfants du quartier montaient régulièrement sur le mont Hwaryong pour ramasser des cartouches de balles usagées. C'était même devenu une sorte de jeu pour eux. Les garçons laissent leur vélo près du lycée Songsan, prennent le sentier derrière les bâtiments et montent dans la forêt de pins. Et après ça, plus rien. 13h. L'école de taekwondo appelle l'un des pères. Votre fils n'est pas venu en cours aujourd'hui. Les 5 garçons ne sont pas venus. Ah, là, c'est la panique totale.
Les parents se contactent alors entre eux. Personne n'a vu les enfants depuis le matin. Un voisin se souvient juste d'avoir entendu les enfants parler d'aller chercher des œufs de lézard sur la montagne. Alors les familles partent fouiller la forêt, les rizières alentours. Mais rien. Le soir, les parents vont au commissariat. Et là, c'est une première gifle. La police concrètement ne prend absolument pas au sérieux cette affaire. Vos gamins ont fugué, ça arrive. Surveillez mieux vos enfants. 5 enfants de 9 à 13 ans, disparus en même temps, le même jour, au même endroit. Et la police classe ça comme une fugue. Et il faut comprendre, on est le 26 mars 1991. Le pays entier est concentré sur les élections. Les médias parlent uniquement de politique. Les policiers sont mobilisés pour la sécurité des bureaux de vote. 5 gamins disparus dans un quartier populaire de Daegu, concrètement ça n'intéresse personne. Enfin, sauf leurs parents. Trois jours passent. Le 29 mars, un appel anonyme réclame une rançon. Les parents, désespérés, rassemblent 4 millions de won, ce qui correspond environ à 7 000 $ de l'époque, et se rendent au point de rendez-vous. Mais personne ne vient. Et c'est le premier d'une longue série d'appels canulars. Chaque fois, l'espoir. Et chaque fois, le vide. Alors les parents finissent même par acheter des téléphones avec un enregistreur pour tracer les appels. C'est vraiment très cruel. Un jour, la mère de Kim Jong-sik, qui est donc le gamin de 9 ans le plus jeune du groupe, qui a disparu, décroche à l'un de ses coups de téléphone. Et elle entend une voix d'enfant. En plus de ça, une voix qui ressemble à celle de son fils. « Allô, c'est Jong-sik ? Oui, c'est moi. » Puis, la ligne coupe. Un expert audio comparera alors la voix enregistrée avec un enregistrement du garçon. Et résultat, les voix sont en effet similaires, mais l'enregistrement est bien trop court pour conclure quoi que ce soit. Le 31 mars, les médias reprennent enfin l'histoire. Le titre : des garçons grenouilles disparaissent à Daegu. Et c'est là que le surnom apparaît, les Frog Boys, parce que les journalistes confondent tout simplement salamandre et grenouille. Et donc, le nom restera. Mais lui, le traitement médiatique, il est assez humiliant. Les parents sont présentés comme étant pas des bons parents, des parents négligents. La police, elle maintient fermement la thèse de la fugue. Alors, les pères décident de passer à l'offensive. Ils apparaissent sur l'émission The Square of Public Opinion, qui est un programme télévisé en direct. Et ils racontent tout. L'incompétence policière, l'indifférence, leur désespoir. Et vous savez ce qui se passe pendant l'émission en direct ? Des gens appellent pour se moquer. Oui, pour faire encore des canulars. Et les réactions des mères en pleurs sont filmées et diffusées. Là, on est vraiment dans le sensationnalisme pur. Mais l'émission aura au moins un bon effet. Le public se mobilise. Le 24 octobre 1991, des milliers de volontaires se rassemblent pour fouiller la montagne. Des hélicoptères survolent la zone. On creuse, on cherche. Mais en vain. Au total, les chiffres sont hallucinants. Plus de 300 000 policiers et volontaires mobilisés. 8 millions de tracts distribués. 42 millions de won de récompenses. Les photos des garçons imprimées sur des millions de briques de lait, de paquets de cigarettes, de bandes dessinées, de cartes téléphoniques. Pohang Steel distribue 80 000 tracts à ses employés. Korean Air place des affiches dans tous ses avions. La montagne est fouillée plus de 500 fois. Le président de l'époque lui-même ordonne une battue nationale. On fouille des rivières, des réservoirs, des gares, des îles au large de la côte, des sectes religieuses même. Un enfant du voisinage dit par exemple avoir entendu un coup de feu, puis un cri le jour de la disparition. Et là, une piste vers le camp militaire émerge. Mais la police refuse catégoriquement d'investiguer le camp militaire, et sans donner aucune raison. Et du coup, on ne trouve rien. Pas un indice, pas une trace. Comme si ces 5 enfants avaient tout simplement
étaient avalés par la montagne. Ce que cette affaire a fait à la famille est probablement la partie la plus difficile de cette histoire. Les 5 pères quittent leur emploi. Tous. Ils louent un camion, collent les photos de leurs fils dessus et sillonnent la Corée pour distribuer des tracts en demandant de l'aide. Pendant des mois, puis des années, ils s'endettent, ils ne gagnent plus rien. Mais ils continuent. Alors l'alcoolisme s'installe. Les somnifères aussi. L'un des pères déclare par exemple qu'il ne voit plus aucun intérêt de vivre, qu'il veut simplement rejoindre son fils. Et les couples forcément se déchirent sous le poids de la culpabilité. Et en parallèle, un problème inattendu. Les parents deviennent des célébrités malgré eux. Leurs visages passent en boucle à la télé. Ils sont reconnaissables partout. Dans la rue, au supermarché, au restaurant. Tout le monde les reconnaît comme étant les parents des Frog Boys. Ils ne peuvent tout simplement plus vivre normalement. Alors ils doivent se cacher du grand public. Et les médias ne les lâchent pas. Des années après la disparition, les journalistes inventent des histoires, cherchent le scoop, relancent des rumeurs. Les parents sont harcelés, traqués, surveillés, et pas seulement par les médias. Parce que oui, les parents, ils commencent à remarquer quelque chose de bizarre. Quand ils participent à des événements médiatiques, eh bien, ils voient des visages récurrents dans le public. Des hommes qui les suivent, qui les observent. En gros, ce sont des agents de service de renseignement coréens, la KCIA, qui prétendent être là pour leur protection. Mais les parents, eux, ils ne se sentent absolument pas protégés, mais bien au contraire, surveillés. Et ça, pour aucune raison. Et puis, il y a aussi des épisodes assez absurdes. Ceux qui, on va dire dans n'importe quel autre contexte, seraient assez risibles. Mais dans le cas présent, c'est assez cruel. Un soir, il fait nuit, retenez bien ce détail, l'armée contacte les parents. Venez au camp, c'est urgent. Alors, les pères accourent, le cœur battant. Il fait nuit noire, ils arrivent au camp militaire, là où leurs enfants ont probablement été tués. Et les soldats leur annoncent quoi ? Qu'ils vont leur donner des super pouvoirs afin de localiser leurs enfants. Non mais on est où là ? L'un des pères raconte. Les soldats nous ont dit qu'ils allaient nous donner des pouvoirs surnaturels, que celui qui les recevrait pourrait localiser les enfants. Et ils amènent les pères dans la forêt, en pleine nuit. Et ils attendent que quelque chose se passe. Et devinez quoi ? En effet, rien ne se passe. Car oui, c'était un canular, c'était une blague. Je ne comprends pas, vraiment. Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux faire des canulars, des blagues sur la disparition d'enfants ? Ça m'échappe. C'était bien une farce organisée par les militaires à destination de pères qui recherchent leurs enfants morts. Allez-y, vous pouvez y aller en commentaire, n'hésitez pas à vous lâcher. Non mais attendez, pensez à ça quand même une seconde. Des officiers militaires, ceux-là même qui opèrent le camp à côté duquel les enfants ont disparu, qui convoquent donc des pères en deuil pour leur promettre des pouvoirs magiques. Mais c'est pas de la stupidité, je sais pas, je n'ai pas les mots. C'est juste de la cruauté. Le président se déplace ensuite à Daegu, serre la main des parents devant les caméras et donne à chaque famille 1 million de won, comme consolation. En 1992, un film sort au cinéma, Come Back Frog Boys. L'année suivante, la chanteuse Park Sung-mi enregistre une chanson intitulée Frog Boy, diffusée à la télévision. Un livre est aussi publié, tout ça pour maintenir la pression, pour garder l'attention du public. Mais au final, rien ne fonctionne. Nous sommes maintenant en septembre 1993, 2 ans et demi après la disparition. Les parents font une annonce publique. Ils décident d'arrêter les recherches. Parce que oui, ils doivent reprendre leur vie, s'occuper du reste de leur famille. Parce que oui, plus personne ne s'intéresse à cette histoire. Comme je vous ai expliqué, ça fait plus de 2 ans maintenant, le pays est passé à autre chose. Puis, 5 ans après la disparition, un homme nommé Kim Ga-won rentre en scène. Il se présente comme étant professeur de psychologie aux États-Unis. Et il affirme avoir mené sa propre enquête. Sa conclusion, c'est que le père de Kim Jong-sik, donc le plus petit, aurait tué et enterré les enfants chez lui.
Son unique preuve, l'alibi du père qui est flou. Parce que oui, il ne se souvient pas exactement ce qu'il faisait pendant 3 heures le jour de la disparition des enfants. Alors forcément, il en fallait peu, les médias s'emballent, les caméras débarquent, et tout est filmé. Absolument tout. En direct à la télévision. On casse les murs de la maison du père. On creuse son sol. On retourne chaque pièce sous l'œil des caméras. Et on ne trouve absolument rien. Le père est blanchi, mais voilà, le mal est fait et il ne s'en remettra jamais. Je tiens à faire une petite parenthèse sur l'intervention de cet escroc, parce que oui, appelons un chat, hein. Il suffit de voir des images d'archives de ce gars qui, avec une assurance folle, donne des ordres à la police coréenne pour perquisitionner la maison du père, en train de dire « Creusez-la, le corps est là, c'est sûr !» avec les autres pères autour qui commencent à lui dire « Mais vous faites n'importe quoi, vous pensez vraiment qu'on a tué nos enfants et on les a enterrés chez nous? Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rien trouver? Vous allez nous dédommager pour ça? Vous allez prendre vos responsabilités pour ça ?» Il s'en battait le steak, il était persuadé que c'était le père le coupable. Il n'y avait aucune autre possibilité. Et quand ils ont rien trouvé, il a bien fermé sa gueule, tout penaud, tout désolé. « Oh oui, je suis désolé d'avoir cassé votre maison. » C'est un événement qui a clairement traumatisé le père. Lui ne s'en remettra jamais de cette histoire. Le 22 octobre 2001, un an avant la découverte des corps, le père de Jong-sik meurt d'un cancer du foie. Il avait à peine la quarantaine. Il s'était noyé dans l'alcool pour supporter l'humiliation et la douleur. Il est mort sans jamais savoir ce qui est arrivé à son fils. Faisons un bond dans le temps, nous sommes maintenant le 26 septembre 2002. Et un détail assez étrange. La veille, un homme appelle un journal local. Vous trouverez les restes des 5 Frog Boys sur le mont Rayon. Personne ne sait qui a passé cet appel. Et comme avec cette affaire, on est un petit peu habitué aux canulars de mauvais goût, et c'est le lendemain où 2 randonneurs montent sur la montagne pour ramasser des glands et qui tombent sur les morceaux des vêtements, dans les feuilles mortes, puis des os humains. Les restes des 5 garçons sont rapidement identifiés. Et ce qu'on découvre soulève plus de questions que de réponses. Premier problème, l'emplacement. Je rappelle que les corps sont retrouvés à 3,5 km de leur maison, c'est à côté. Hein. Ils peuvent voir la maison visuellement, de la montagne. Mais aussi à 200 mètres d'une route principale, d'accord ? Donc c'est à côté aussi. On peut clairement entendre la circulation et la lumière de la ville de l'endroit où ils sont retrouvés. Donc si les garçons s'étaient perdus, ils avaient 200 mètres à faire pour retrouver la route. Aussi, je rappelle que c'était des habitués de la montagne. C'était pas la première fois qu'ils allaient là-bas. Et surtout, un énorme problème quand même. Cet endroit se trouve à l'intérieur du périmètre d'un ancien champ de tir de la 50e division d'infanterie. Un endroit qui, je le rappelle, a été fouillé 500 fois. La montagne elle-même a même été débroussaillée en 1998. Comment est-il possible que personne n'ait rien trouvé avant 2002 ? Je vous pose la question, écrivez-moi la réponse en commentaire. Ensuite, deuxième problème. La position des corps. Les garçons sont retrouvés enchevêtrés. Certains dans des positions où leurs jambes ont été relevées au-dessus de leur tête, comme si on les avait tassés, Puis leurs vêtements sont tordus, noués, les manches attachées comme des bâillons, avec des nœuds très serrés. Vraiment un truc du type professionnel, Pas que des mains d'enfants peuvent faire. Et ils ne portent plus leur badge scolaire avec leur nom. Donc ça implique forcément l'intervention de quelqu'un. C'est pas des enfants qui peuvent faire ça. C'est quelqu'un extérieur qui a fait ça. Et sûrement la personne qui les a tués. Ensuite, troisième problème, la police back clairement la scène de crime. Encore une fois, vous me direz, les policiers débarquent avec des pioches. Oui, des pioches. Ils creusent comme des terrassiers, Les os sont sortis de terre n'importe comment, étalés sur un drap blanc, et ça en direct à la télévision avec les mères, les pères de famille qui regardent la scène. Et ils font ça n'importe comment. Ils mélangent les os de chaque enfant, les uns avec les autres. Et les parents qui voient ça ne peuvent absolument rien faire. Parce qu'à cette époque, en Corée du Sud, il n'existait tout simplement pas de protocole pour gérer ce genre de situation. Il n'y a pas un système
qui impose qu'un spécialiste médico-légal, donc pas la police, gère en gros l'extraction des restes. Non, c'est la police qui fait tout. Et forcément, elle fait n'importe quoi. Un professeur de médecine légale de l'université de Séoul, qui assiste à la scène en direct à la télé, est filmé en train de perdre ses mots, tellement il est choqué par ce qu'il voit. Sur 5 corps, un seul a été correctement expertisé sur place. Et la conclusion officielle de la police sur la cause de la mort de ces enfants, j'espère que vous êtes prêts, asseyez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ces 5 enfants, pour la police, sont morts d'hypothermie. Oui, les garçons se seraient perdus, auraient eu froid, se seraient blottis les uns contre les autres pour se réchauffer et seraient morts de froid. Alors, le 21 mars 1991, nous sommes au printemps à Daegu. Je vous rappelle qu'ils sont même pas à 4 km de chez eux, sur un chemin qu'ils connaissaient par cœur, à 200 mètres d'une route, encore une fois je le rappelle, avec des cartouches de balles dans les poches, avec aussi des crânes fracassés, mais hypothermie. Yes. Et le chef de la police finira par avouer plus tard qu'il avait sorti cette hypothèse uniquement parce que la presse lui foutait la pression. En gros, il voulait des réponses à tout prix, donc dites-nous comment ces enfants sont morts. Un rhume. Voilà. Les parents exigent une autopsie indépendante. L'équipe de médecine légale de l'université de Gyeongbok prend le relais. Et c'est là que tout change. Les résultats révèlent des traumatismes crâniens sur au moins 3 des 5 crânes. Cholwon, l'aîné, celui qui était probablement le leader du groupe, a 25 traces d'impact sur le crâne. 25. Des marques laissées par un objet avec un bord carré, anguleux, entre 1,4 et 2 mm. On trouve aussi des trous dans un crâne, un de chaque côté, au niveau des oreilles. Un trou de la taille d'une pièce de 100 won à gauche et un de la taille d'une pièce de 500 won à droite. Et là, forcément, les médias s'emballent. Les enfants ont été tués par balle. Il y a 2 trous dans le crâne, un de chaque côté. Sauf que ces trous, ce ne sont pas des impacts de balles. Parce que quand une balle traverse un crâne, elle provoque une fracture radiaire autour du point d'entrée. Et dans le cas présent, il n'y a pas de fracture de ce type. Ce qui signifie que, ça ne peut pas être un coup de feu. Et après analyse approfondie, les légistes trouvent des coupures nettes sur les crânes. Pas des fractures d'impact, mais des entailles, précises, faites par un objet tranchant. La police, elle affirme que ces coupures, elles sont post-mortem, causées après la mort. C'est pas ça qui a fait que les gamins sont morts. Probablement dû à des outils agricoles ou des pierres tombées sur les crânes pendant 11 ans. Voilà. Mais les parents, eux, ne lâchent pas. Des photos des crânes sont envoyées aux États-Unis pour une analyse médico-légale indépendante, là où les équipements sont plus performants. Et les résultats américains contredisent totalement la police coréenne. Les blessures ont été causées par un être humain et elles ont été infligées avant leur mort, pas après. On ne sait pas avec quoi, on ne sait pas qui, mais la conclusion, elle est claire. Quelqu'un a frappé ses enfants avec une violence extrême et a mis fin à leur jour. Puis, il y a aussi un dernier élément. Quand un corps se décompose, il libère, vous savez, des substances chimiques, notamment du phosphore, qui s'infiltre dans le sol et y reste. Les légistes analysent le sol exactement là où les os ont été retrouvés. Conclusion, les Frog Boys ont bien été tués à l'endroit où ils ont été retrouvés. Les corps se sont décomposés à cet endroit pendant plus de 10 ans. Ils n'ont pas été déplacés. Les corps, ils étaient en bon état, entre guillemets. Ils étaient en place, quoi. Dans l'état exact où ils avaient été laissés. Mais alors, comment c'est possible ? Comment la police a pu fouiller cette montagne plus de 500 fois sans avoir jamais rien trouvé ? Les enfants sont finalement inhumés le 25 mars 2004, 13 ans après leur disparition. Les parents confient les crânes à un laboratoire de l'université de Gyeongbok, dans l'espoir qu'un jour,
la science puisse identifier l'arme exacte. Plus tard, en 2014, une cérémonie commémorative est organisée. Les cendres des 5 garçons sont dispersées ensemble dans le fleuve Nakdong. Bref, ce ne sont pas des enfants morts de froid, ce sont des enfants qui ont clairement été assassinés. Et ça, tout le monde le sait. Maintenant qu'on sait que c'est un meurtre, la question qui vient c'est c'est qui ? Qui est l'ordure qui a pu faire ça ? Et surtout, pourquoi personne n'a été arrêté en 34 ans ? Alors, reprenons les faits un par un. Les corps sont retrouvés à 100 mètres du champ de tir de la 50e division d'infanterie. Les cartouches retrouvées dans les poches des enfants et à proximité des corps sont les mêmes que celles utilisées par les militaires de cette division. Un M16, le fusil standard de l'armée coréenne, a une portée effective de 550 mètres et une portée maximale de plus de 3,5 km. À 100 mètres d'un champ de tir, une balle perdue touche un enfant comme si on l'avait visé. Maintenant, le 21 mars 1991, c'était un jour férié. Et ça, même l'armée aussi était en repos. En gros, les soldats normaux n'étaient pas sur la base. Pas d'entraînement prévu, donc logiquement, il n'y avait personne dans le camp. Sauf que, il y a un petit détail. Un officier commissionné pouvait, même un jour férié, venir à la base pour s'entraîner. C'est-à-dire que les appelés étaient en repos, mais qu'un gradé avait le droit de venir tirer. Et justement, il a été rapporté qu'un officier a effectivement tiré des balles ce jour-là, dans le but officiel d'utiliser les munitions restantes, qui est une pratique courante dans l'armée coréenne pour équilibrer les comptes de munitions. Et l'identité de cet officier, me diriez-vous ? Il n'a jamais été communiqué. L'armée refuse tout simplement de donner son nom. Et la police ne le demande même pas. La théorie la plus probable, selon les familles, cet officier tire dans le champ de tir ce matin-là. Une balle perdue touche l'un des 5 garçons. Pour couvrir l'accident, il tue les 4 témoins avec un objet contendant. Peut-être un outil militaire, ce qui expliquerait les marques carrées et anguleuses sur les crânes. Et il enterre les 5 corps à la hâte. Mais cette théorie, elle a aussi ses limites. Par exemple, pourquoi ne pas avoir utilisé l'incinérateur du camp ? Car oui, chaque camp militaire en a un. Il aurait été alors bien plus simple de brûler les corps à l'intérieur du camp et personne n'aurait jamais rien trouvé. Bon, je sais que ça fait un peu inspecteur des travaux finis et que peut-être sur le coup de la précipitation, de l'adrénaline, on ne pense pas à tout, mais on peut quand même se poser la question. Et surtout, les résultats américains sont clairs. Les trous dans les crânes ne sont pas des impacts de balles. Les blessures viennent bien d'un objet contendant tranchant. Alors, comment réconcilier la présence de munitions militaires, un officier qui tire ce jour-là, et des blessures qui ne correspondent pas à des tirs ? Et c'est là que cette affaire bascule dans toute autre chose. La police a classé 5 disparitions d'enfants comme une fugue. Elle a aussi fouillé 500 fois une montagne sans trouver des corps qui étaient là depuis le début. Elle a détruit la scène de crime avec des pioches, tout ça en direct à la télévision. Elle a aussi annoncé hypothermie alors qu'il y avait des cartouches et des crânes fracassés. Elle a refusé d'investiguer le camp militaire pendant 34 ans. Alors, les familles ont porté plainte contre la police. Et il y a eu 3 procès. Et devinez quoi ? Les 3 ont été perdus. La police a eu gain de cause à chaque fois. Après quoi, les juges ont fermé l'enquête qui aurait pu prouver la responsabilité de la police. Tous les médias parlaient de la piste militaire. Toute l'opinion publique pointait vers le camp. Alors pourquoi la police n'a jamais au grand jamais voulu enquêter sur eux ? Et pour ça, il faut se rappeler le contexte. On est en 1991. La Corée du Sud est théoriquement une démocratie depuis 1987. Mais voilà, le président est Ro Tae-woo, qui est un ancien général, un homme de l'appareil militaire. L'armée contrôle encore une grande partie de la société. La hiérarchie est absolue. Ceux d'en haut décident, ceux d'en bas obéissent. Alors, désigner des militaires comme coupables du meurtre de 5 enfants dans ce contexte-là ? C'est probablement impossible. En 2006, l'affaire est prescrite. Donc même si on trouvait le coupable, on ne pouvait plus le poursuivre en justice. Mais en 2015, la Corée du Sud modifie sa loi.
la prescription est levée pour les meurtres. L'enquête peut donc théoriquement être rouverte. Et fin 2025, Woo Jong-woo, le père d'un des enfants, qui a maintenant 70 ans, déclare à la presse que la police l'a contacté. Un suspect aurait été identifié. 34 ans après les faits, il y aurait enfin un nom. Voilà, l'affaire des Frog Boys en Corée, tout le monde la connaît. Tout le monde a grandi avec ces visages sur les briques de lait. Et tout le monde sait que personne n'a jamais payé pour ce qui leur est arrivé. Pas le mec qui a tiré, pas ceux qui ont couvert, pas la police qui a classé ça en fugue, pas celle qui a étalé les os devant les caméras 11 ans plus tard en disant l'hypothermie. Non, absolument personne. Et ce qui est vraiment insupportable dans cette affaire, c'est pas uniquement le meurtre de 5 enfants qui est déjà tragique, mais c'est surtout que on a détruit 5 familles pendant 34 ans en leur disant que ça va, c'est pas si grave. En attendant, sur le mont Hwariong, il y a un mémorial inauguré en 2021. 5 fleurs de granit, une pour chaque garçon. Et en dessous, une inscription qui dit vouloir que ces 5 enfants reposent enfin dans un endroit sûr, comme dans les bras de leur mère. Woo Chol-won avait 13 ans, Jo Ho-yeon avait 12 ans, Kim Yong-gyu avait 11 ans, Park Chan-in avait 10 ans, et enfin, Kim Jong-sik avait seulement 9 ans. Leurs cendres flottent aujourd'hui dans le Nakdong. Leurs crânes sont dans un labo à Gyeongbok. Et la vérité de toute cette histoire est quelque part entre un camp militaire et un commissariat de dégoût.